Alors ma première question, Fabienne, elle est très simple. Est-ce que vous pourriez revenir sur votre parcours? Alors tout d'abord, bonsoir. Je suis ravie d'être parmi vous ce soir. Il y a une magnifique énergie et je tiens à remercier Séverin pour la très belle introduction, la magnifique présentation qu'il a fait de LinkedIn. Écoutez, en ce qui me concerne, j'ai rejoint LinkedIn il y a quelques mois puisque j'ai rejoint les équipes en janvier. Précédemment, j'avais passé 4 ans chez Manpower Group où j'avais la direction générale de 2 démarques de diversification, la formation professionnelle d'une part et le staffing IT d'autre part. Et puis, je vais vous faire une confidence, j'ai passé plus de 22 ans chez IBM, où j'ai commencé ma carrière comme commercial. Donc chez IBM? Absolument. Et vous avez occupé quel type de poste chez IBM? Alors, j'ai commencé commercial toute jeune sortie d'école et puis un certain nombre de fonctions sales en France et à l'étranger. Et mes dernières fonctions étaient la direction générale de filiales chez IBM. Voilà. Alors, est-ce que maintenant on pourrait parler peut-être des moments un peu fondateurs, les moments clés, les moments charnières de votre carrière? Je dirais que les moments fondateurs ont été surtout les moments compliqués, suivis évidemment de succès, plus que les moments de succès immédiats. Le tout premier, j'étais assez jeune, à peine 30 ans, je suis partie travailler à l'étranger et là j'ai eu tout à apprendre, à réapprendre, après quelques années d'expérience. Donc le fait d'être plongé dans un univers complètement différent où vous devez apprendre et apprendre à désapprendre ce que vous avez fait par le passé est extrêmement formateur et aujourd'hui ça me sert énormément. Les seconds moments fondateurs, c'est les moments où j'ai eu l'occasion de travailler à la transformation d'équipes et d'entreprises dans le cadre d'acquisition d'entreprises ou de cession de filiales. Et là, ça a été particulièrement formateur à titre professionnel, mais également surtout à titre personnel, parce que c'est des moments de vie extrêmement intenses. C'est des moments où vous travaillez votre éthique managériale et où vous vous appuyez in fine sur vos valeurs personnelles pour pouvoir surmonter des phases un peu compliquées. Donc voilà les moments fondateurs qui m'ont conduit à rejoindre LinkedIn, qui se fondent sur une culture et des valeurs qui m'ont parlé dès le tout premier moment et qui m'émerveillent tous les jours depuis que je les ai rejoints. Il y a un cultural fit donc, entre vous et LinkedIn et on y reviendra un peu tout à l'heure. Alors maintenant, est-ce que vous pourriez nous parler des chiffres LinkedIn en chiffres en France et à l'international? Ça donne quoi? Il y a combien d'utilisateurs? Vous avez combien de sièges, etc. Alors les chiffres LinkedIn, c'est tout d'abord au niveau mondial 467 millions de membres, plus 1 puisque Maxence nous rejoint dès maintenant ou dès demain matin. Ce sera probablement le plus jeune membre de LinkedIn. Donc 467 millions de membres, 9 millions d'entreprises connectées sur la plateforme, 6 millions d'offres d'emploi publiées par l'ensemble de ces entreprises en permanence, et puis plusieurs centaines de milliers d'écoles connectées, principalement des universités et des grandes écoles, des millions, des milliards de posts, de relations, de contenus chaque jour. Donc une fois que j'ai brossé toute cette chaîne de connexion, vous avez là la cartographie digitale que construit LinkedIn jour après jour, et c'est ça notre mission, ce qu'on appelle chez nous l'économic graph. Voilà, c'est l'ensemble de ces connexions, 467 millions, des entreprises, des compétences qui échangent chaque jour, et la capacité qu'a LinkedIn à cartographier l'ensemble de ces opportunités économiques et à les mettre en face de chacun d'entre vous, de chacun d'entre nous ce soir. Pour la France, c'est 12 millions, l'ensemble des entreprises du CAC 40 et du SBF 120, 40 000 entreprises connectées, et puis je n'ai pas parlé des contenus de formation, mais plusieurs centaines de milliers de contenus de formation et 4 000 dont en langue française. Voilà. Quand vous dites contenu de formation, pour que ce soit bien clair pour tout le monde.
Donc des cours disponibles en ligne pour chacun des membres, à destination des entreprises également, puisque nous travaillons des parcours de formation dans le cadre de nos solutions learning, et puis des vidéos, plus de 270 000 vidéos disponibles sur LinkedIn Learning. Alors maintenant, on va parler un petit peu du business model. C'est quoi le business model de LinkedIn ? Alors, le business model de LinkedIn, il s'appuie sur deux composantes. La première, les abonnements premium, donc ce que nos membres payent lorsqu'ils décident de s'abonner d'une certaine manière. Et là, ça représente 20% des revenus de LinkedIn. Mais aussi, surtout, les solutions que nous mettons à disposition des entreprises qui sont connectées sur la plateforme. Et là, ça représente 80% de notre revenu. 4 lignes de solutions. La première est probablement la plus connue, LinkedIn Talent Solutions, qui sont l'ensemble des solutions à destination des ressources humaines, donc solutions de recrutement, solutions de la marque employeur. LinkedIn Marketing Solutions, qui permettent de communiquer et puis d'organiser des campagnes marketing, mais j'imagine qu'on y reviendra. LinkedIn Sales Solutions, qui permet de travailler sur le social selling, et là aussi j'imagine qu'on détaillera un peu. Et puis LinkedIn Learning, j'en ai parlé. Donc 4 lignes de solutions qui sont pour nos clients avant toute chose des solutions de performance et de croissance, parce qu'elles leur permettent de développer leur présence sur le digital. Alors est-ce que les tendances de recrutement ont changé en France, en Europe et même dans le monde depuis l'arrivée de LinkedIn ? Les tendances de recrutement ont effectivement beaucoup changé. LinkedIn y contribue et y a beaucoup contribué évidemment. Nous avons publié l'année dernière une étude qui est d'ailleurs disponible sur la plateforme, qui ont révélé un certain nombre de tendances pour 2016 et les années qui viennent, et puis des perspectives également à 2020. Les tendances révélées sur 2016, la première, le fait que les recrutements, alors c'est particulièrement vrai pour la France, vont continuer d'augmenter, et ce de manière assez significative, et principalement sur la fonction commerciale. Mais néanmoins, l'ensemble des DRH, je crois 60% d'entre eux, si ma mémoire est bonne, confirment que les équipes vont rester à ISO effectif, et que les budgets n'ont pas vocation à croître de la même manière que le nombre de recrutements qui est fait. Ça se traduit donc immédiatement par la nécessité pour les directions de ressources humaines d'avoir beaucoup plus de performance, de productivité, et de réduire ce qu'on appelle le time to hiring, c'est-à-dire le délai qu'il vous faut pour pouvoir recruter un collaborateur et le voir arriver dans l'entreprise. Ça, c'est la première tendance majeure. La deuxième que je citerai, c'est la réémergence de la marque employeur. Là aussi, probablement lié à des évolutions budgétaires. On avait vu sur les années précédentes une stagnation, ou en tout cas une croissance assez faible des budgets investis sur la marque employeur. On voit ces budgets augmenter, la marque employeur réémerger, et principalement autour de 2 thèmes, culture et valeurs. Et puis évangélisation des collaborateurs, visibilité des collaborateurs sur la marque employeur. Voilà les 2 tendances majeures. À 2020, ce qui est attendu, et c'est intéressant de le signaler en termes d'innovation, de veille sur ce qui se passe dans le monde des RH, la première des choses a trait à la diversité. Beaucoup d'équipes de recrutement aujourd'hui sont confrontées à la nécessité de travailler la diversité du recrutement, et donc la diversité en entreprise, mais néanmoins sont confrontées avec les pratiques classiques de recrutement à ce qu'on appelle les biais de jugement, les biais cognitifs, et donc on a dans beaucoup d'entreprises du clonage. Pour pouvoir essayer de contourner ça, l'attente consiste à se dire, et si nous pouvions utiliser beaucoup plus l'intelligence artificielle, beaucoup plus les data, et donc avoir un certain nombre d'innovations qui nous permettent de travailler la diversité en phase de recrutement. Voilà l'une des tendances attendues. Bon ben, ok. Alors comment est-ce que les startups et les PME recrutent-elles, en particulier du coup sur LinkedIn ?
Alors, les startups et les PME recrutent grâce à LinkedIn exactement de la même manière qu'une entreprise de taille intermédiaire ou qu'un grand groupe, puisque les outils sont les mêmes et que les contraintes sont tout à fait les mêmes, c'est-à-dire le délai pour pouvoir attirer et faire venir le collaborateur que l'on souhaite voir arriver dans l'entreprise, et puis le coût du recrutement. Alors, les contraintes délai et coût sont probablement particulièrement aiguës pour une start-up, mais en tout cas, on retrouve les mêmes marques. 3 ingrédients. Le premier, la visibilité. Donc une start-up, elle va pouvoir, sur la plateforme, se rendre visible, avoir une page entreprise, communiquer sur sa culture, et puis communiquer surtout, je pense, pour une start-up, sur son dirigeant, parce que c'est lui qui va incarner la culture, les valeurs, l'aventure qu'il va souhaiter créer avec son équipe et avec les premiers collaborateurs qui vont décider de construire cette entreprise sur la durée. Donc ça, c'est le premier ingrédient. Le deuxième, ça va être le fait de pouvoir lancer des campagnes et de poster les annonces sur ce qu'on appelle les job slots. Voilà, vous postez une annonce d'emploi, donc 6 millions d'annonces sur la plateforme de manière permanente. Et puis, la troisième des choses, vous allez pouvoir contacter directement et de manière très ciblée le talent, la compétence très rare, et c'est particulièrement vrai pour des startups qui cherchent des compétences extrêmement spécifiques, que ce soit sur le digital ou que ce soit sur des soft skills également. Donc vous allez pouvoir cibler cela en pouvant les contacter, les connecter. Donc voilà, visibilité, campagne, connexion, ciblage. Alors comment est-ce qu'une startup peut maîtriser LinkedIn justement avec la plateforme de publication et le LinkedIn Learning? Alors sur la publication, il y a énormément de choses. J'ai parlé du dirigeant. Je pense que pour les startups, c'est probablement l'élément le plus important. Encore une fois, les collaborateurs, et je ne l'ai pas évoqué lorsque je parlais de l'étude sur les tendances du recrutement, mais les collaborateurs et en particulier les membres, ce qu'on appelle nous les candidats passifs, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas forcément vocation à changer d'entreprise ou à changer de métier, vont avoir le déclic parce qu'ils vont être inspirés par une personnalité qui incarne la culture et les valeurs de l'entreprise qu'ils portent. Donc ça va être ça le premier déclencheur. Donc j'invite l'ensemble des cofondateurs, des créateurs d'entreprises à publier, à poster. La deuxième des choses, ça va être valable également pour les collaborateurs qui vont pouvoir partager des documents, qui vont pouvoir suivre des influenceurs, et on reviendra sur le programme influenceur. Et puis il y a la page entreprise et les pages vitrines qui sont des déclinaisons de la communication et de la capacité à être visible et à capter une audience digitale pour une entreprise. Alors dernière question sur les startups, comment est-ce qu'elles peuvent faire du business avec LinkedIn? Alors elles peuvent faire du business avec LinkedIn, déjà je l'ai brièvement évoqué avec l'ensemble des solutions marketing. Donc on a les campagnes, on a ce qu'on appelle les sponsor content qui permettent d'avoir du contenu sponsorisé de manière extrêmement ciblée. On a également les mails sponsorisés, les emails sponsorisés qui vous permettent de contacter quelqu'un de manière très personnelle et de manière extrêmement pertinente parce que auparavant vous avez suivi cette personne et vous connaissez ses centres d'intérêt. Donc vous allez pouvoir appuyer sur ce qui va lui permettre de se dire tiens, je vais la rencontrer et je vais lui ouvrir 1 heure de mon agenda. Ce qui, en termes de démarche commerciale, est probablement la chose la plus difficile à faire, qui est d'avoir accès soit au décideur de chez son client, soit à son prospect, et de pouvoir le convaincre de vous recevoir et de dialoguer avec vous. Donc voilà, une connexion ciblée et très personnalisée. Et derrière ça, vous avez les outils de social selling, donc LinkedIn Sales que j'évoquais en introduction, qui vont vous permettre de faire cette connexion et puis d'entretenir votre relation sur la durée et de faire cette veille sur ces centres d'intérêt. Et puis aussi et surtout de faire une veille sur la concurrence, ce qui est souvent très important quand on développe son business. Alors, maintenant un petit mot sur le programme influenceur. On en a parlé brièvement, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est?
Alors, le programme influenceur, ça fait partie de l'ensemble de la proposition de valeur que nous amenons et nous construisons chaque jour pour les membres LinkedIn et donc les contenus. Les influenceurs, c'est 500 personnalités visionnaires dans le monde qui sont issues de la société civile ou politique et qui ont la volonté de partager un point de vue très personnel, toujours sur des sujets professionnels ou sociétaux, parce qu'encore une fois, lorsqu'on vient sur la plateforme LinkedIn, on y vient pour un développement professionnel, que ce soit une opportunité économique de business ou que ce soit une opportunité de développement professionnel pour trouver son prochain emploi, son nouveau métier. Et on investit du temps sur LinkedIn pour se former et pour suivre ces influenceurs. Donc sur des sujets professionnels, sur l'ensemble des centres d'intérêt, donc parmi les influenceurs mondiaux, on va trouver Barack Obama, on va trouver Richard Branson, on va trouver Bill Gates. Et puis nous avons ouvert le programme influenceur il y a tout juste un an en France. Aujourd'hui, 40 influenceurs français, Bertrand Picard, Anne-Sophie Pic. En ce qui concerne les patrons d'entreprise, nous avons Isabelle Cocher, Stéphane Richard pour Orange, et puis nous a tout juste rejoint, alors je ne sais pas s'il est revenu sur Terre ou pas encore, mais Thomas Pesquet a rejoint la plateforme LinkedIn en tant qu'influenceur il y a 2 semaines, je crois. Voilà, donc on aura très prochainement le plaisir de l'accueillir chez LinkedIn et probablement d'inviter un certain nombre d'entre vous. Alors, est-ce que vous avez des belles histoires à nous raconter qui se sont produites grâce à LinkedIn, des rencontres entre des entreprises et des employés Ah, il y a un écho. Est-ce que vous avez des belles histoires? Alors, de manière un petit peu égoïste, la première belle histoire qui me vient à l'esprit, c'est la mienne, parce que j'ai été recrutée par LinkedIn de manière extrêmement classique, c'est-à-dire que l'une de mes connaissances que je n'avais pas vue depuis de longues années chez IBM, je ne la voyais pas, mais en fait on se suivait sur la plateforme et j'avais l'impression de rester en connexion avec elle. M'a recontacté un jour avec un email et m'a dit voilà, il y a ce poste qui s'ouvre chez LinkedIn, est-ce que ça t'intéresse? Et puis j'ai suivi le processus de recrutement comme le ferait une start-up et LinkedIn a procédé exactement de la même manière avec moi que vous allez le faire demain avec les recrutements que vous allez faire. Donc ça c'est la première belle histoire, elle est très personnelle, mais ça me paraissait important de la partager. On a beaucoup de belles histoires parce que c'est notre métier et c'est également la raison et c'est ce qui nous porte dans les équipes LinkedIn tous les jours, en tout cas principalement dans les équipes talent. Je pense que vous avez probablement à titre personnel vécu ces moments de vie où quelqu'un de votre famille ou de vos entourages vous appelle ou vous envoie un mail en vous disant ça y est, j'ai trouvé un job et c'est demain et voilà, et je suis hyper contente. Ben nous, ces moments-là, c'est 10 fois, 15 fois, 20 fois par jour parce que c'est ça qu'on travaille avec nos clients, c'est notre métier. Cette connexion et ces moments de vie. Et puis, troisième nature d'histoire, nous avons chez LinkedIn un programme qui nous est cher qui s'appelle LinkedIn for Good. Et nous travaillons en France avec une association que vous connaissez probablement qui s'appelle Nos quartiers ont du talent et qui a pour propos de mentorer et d'aider des jeunes, parfois avec des parcours un peu compliqués. Et cette année, 20 de nos collaborateurs chez LinkedIn, donc sur une équipe de 70, donc c'est quand même un nombre assez important, accompagnent 35 jeunes et 17 ont déjà retrouvé un emploi. Donc voilà, c'est aussi de très belles histoires. Alors, comment est-ce que, on en parlait tout à l'heure, vous pouvez vous assurer du cultural fit entre une entreprise et un candidat, ou comment est-ce que le candidat peut faire en sorte de pouvoir intégrer telle ou telle compagnie en fonction de la culture? Alors, si je me place tout d'abord du côté du candidat, la valeur qui est apportée aux membres, ce sont les influenceurs qu'ils peuvent suivre, les pages d'entreprise qu'ils peuvent suivre et donc ils peuvent avoir et les collaborateurs de l'entreprise également qui vont poster. Donc en suivant les entreprises qui vont être dans leur zone d'intérêt, ils vont pouvoir de manière extrêmement régulière, permanente, s'imprégner de ce qui émane de l'entreprise et de ce qui est incarné
par les collaborateurs eux-mêmes. Donc, le cultural fit, voilà, il va être ressenti quotidiennement par la capacité que nous offrons à l'ensemble des membres de suivre les collaborateurs et l'entreprise sur son activité et son développement. Si je me place maintenant du côté du recruteur, LinkedIn propose, et je vous invite lorsque vous faites votre profil, votre image digitale et une image composite de votre expérience. Donc, au-delà on va dire de la liste historique de vos expériences, on va pouvoir voir vos centres d'intérêt, vos actions bénévoles, ce qui vous porte au quotidien en termes de poste, ce que vous aimez partager, ce que vous suivez, et on va pouvoir s'assurer par là même que vos centres d'intérêt matchent avec ceux de l'entreprise. Voilà. Et typiquement, je parlais de LinkedIn for Good. Quand certains nous rejoignent, on va s'assurer et on va regarder que c'est quelque chose qui va les porter au quotidien, que de pouvoir contribuer au monde qui nous entoure. Alors, ça rejoint la question d'après. Comment est-ce que vous auriez des conseils à donner à l'audience pour avoir un profil au top? On se pose tous la question finalement, donc tant qu'à faire. La première des choses, je pense qu'il faut bien souvent revenir au basique. Et le basique sur le profil, c'est la photo. Je le redis, mais LinkedIn est le premier réseau social professionnel. Professionnel, ça veut dire qu'on a une photo professionnelle, pas une photo ludique de vacances ou que sais-je. C'est extrêmement important parce que voilà, c'est votre histoire professionnelle et c'est votre développement. Donc c'est le b.a.-ba, mais ça mérite d'être signalé. Ensuite, évidemment, l'ensemble de vos expériences, de manière la plus précise possible. Le titre, mais le titre, pas forcément le titre de la carte de visite ou l'intitulé du poste, mais le titre au sens de quel est le propos, quelle est votre mission, quelle est votre contribution. Voilà, l'accroche. Ça, c'est le troisième ingrédient. Et puis, si on veut donner justement cette image digitale et revenir sur le sujet du cultural fit, qui est aujourd'hui quelque chose qui est particulièrement recherché dans l'ensemble des entreprises avec lesquelles nous travaillons, les posts, postez, partagez, suivez des influenceurs et rendez-vous visible. Voilà, faites vivre votre profil, faites vivre votre réseau, apportez du contenu. C'est ce sujet de curation de contenu qui est aujourd'hui extrêmement important pour nous en tant qu'entreprise, pour nous en tant qu'individu, et qui est particulièrement vrai lorsqu'on est dans une start-up. Alors, dernière question, quels sont les grands axes stratégiques pour 2017 et les grands axes de développement et même au-delà de 2017, si vous pouvez les partager avec nous? Les axes de développement, il y en a un, c'est poursuivre avec force et rapidité la connexion et la cartographie digitale que j'évoquais en introduction, qui est l'économie graph. Donc, connecter toujours plus de membres et donc, pour le faire, toujours apporter plus de contenu, plus de valeur, plus de contenu formation et plus de fonctionnalités sur l'ensemble des produits et en particulier sur l'application mobile. Je ne l'ai pas dit, mais aujourd'hui, 57% du trafic de LinkedIn est fait sur le mobile. Donc, des évolutions extrêmement régulières sur l'application et sur les solutions pour nos clients. Donc, la poursuite de cela et la poursuite de cette cartographie digitale pour une chose qui va être particulièrement vraie sur la France sur cette année et sur l'année prochaine, qui est de pouvoir contribuer à transformer le monde économique par ce que nous apportons. Vous l'avez vu lorsque je vous ai évoqué la cartographie digitale, mais le propos, il est de pouvoir matcher l'ensemble des compétences disponibles avec l'ensemble des offres d'emploi disponibles et des compétences demandées. Si nous sommes en capacité de faire cela, nous pouvons en tant qu'acteurs citoyens, qu'acteurs engagés, contribuer avec les institutions, avec les régions, avec les villes, comme nous l'avons fait à Manchester, comme nous l'avons fait à Amsterdam, contribuer à orienter les politiques d'emploi
contribuer à dynamiser l'économie et contribuer à dynamiser l'écosystème, en particulier en région et en particulier pour les PME. Et alors comment est-ce que vous faites du coup pour inclure les personnes qui sont victimes entre guillemets de la fracture numérique? La fracture digitale, c'est un sujet qui sur lequel on est particulièrement attentif. Je vous l'ai dit, nous sommes un acteur investi dans l'économie, un acteur engagé. Nous y travaillons avec LinkedIn for Good, nous y travaillons avec nos quartiers ont du talent. C'est notre métier que d'être au quotidien auprès de chaque individu pour pouvoir être attentif à la fracture digitale qui est effectivement l'un des enjeux économiques importants avec les enjeux de l'emploi sur lesquels nous sommes particulièrement attentifs et actifs. Et alors, toute dernière question, est-ce que vous travaillez avec Pôle emploi? Est-ce que ça peut vous arriver d'être en contact avec Pôle emploi? Non, pas encore. C'est un souhait, c'est une forte volonté et j'espère que très prochainement nous pourrons développer cette collaboration. Merci beaucoup Fabienne Arata. Alors, je vais inviter les personnes qui veulent parler à Fabienne, vous êtes invités à venir devant la scène pour parler directement avec elle. Et juste avant, je vais proposer une nouvelle petite tradition, c'est qu'on fasse un selfie avec Fabienne, avec vous tous derrière, si ça vous dit. Donc je vous invite à vous mettre au milieu, on va se faire un selfie géant. Voilà.